Sergeant and Mrs. Smith, you're going to love this house. Is that a tub in the kitchen? There's no field manual for finding the right home. But when you do, USAA Homeowners Insurance can help protect it the right way. Restrictions apply. Dans les rues glacées de Petrograd, une nuit de l'hiver 1916, des agents se faufilent à l'intérieur d'un immeuble cossu et surveillent un homme, mais pas n'importe lequel. En effet, Rasputin, l'homme dont le nom est devenu synonyme de mystère et de pouvoir, est depuis plusieurs mois le sujet d'une filature minutieuse par des policiers qui épient ses moindres faits et gestes, en dehors du palais. Les ordres viennent d'en haut, des membres du gouvernement, inquiets de l'ascendant grandissant de ce mystique auprès du tsar et de l'impératrice. Les ennemis de Rasputin en sont persuadés. Ce paysan a apporté à la cour ses mœurs dépravées, corrompt les jeunes filles de l'aristocratie russe sous couvert de religion et compromet la survie de l'Empire. En espérant révéler des secrets compromettants, ils ont décidé d'espionner ses moindres faits et gestes. Leur point de chute, l'appartement où Rasputin a ses quartiers depuis 2 ans, en plein centre de la ville. À cette période, les rumeurs les plus extravagantes circulent à son sujet. On dit qu'il appartient à une secte mystique sibérienne qui pratique des orgies, qu'il possède un pouvoir hypnotique sur les femmes, et même que la taille de son organe enflamme l'imaginaire des courtisanes de la haute société russe. Les policiers retiennent leur souffle alors que Rasputin pénètre dans l'édifice cossu. Le starets a entre-temps laissé sa soutane sombre et limée au profit d'une riche garde-robe. À l'intérieur, des chuchotements et des rires résonnent, mêlés à la musique d'un piano. Les officiers échangent des regards intrigués. Est-ce ici qu'il commet ses péchés? Ils guettent chaque mouvement, mais les minutes s'écoulent sans indice décisif. Soudain, un bruit étouffé. Rasputin s'éloigne, précipité, et les policiers se lancent dans une course silencieuse à travers les couloirs labyrinthiques de l'immeuble. Ils le voient disparaître dans une pièce à l'abri des regards, puis se taisent. À l'intérieur, Rasputin ne semble pas seul. Les murmures deviennent des chuchotements passionnés. Les policiers se regardent, incertains de ce qu'ils entendent. Ils attendent, guettent, jusqu'à ce que la porte s'ouvre à nouveau. Le mystique sort, impassible comme toujours, et quitte l'appartement. Les policiers échangent un regard frustré et finissent par rentrer bredouilles. Mais quelque chose a changé en eux ce soir-là. Ils ont vu de leurs propres yeux que Rasputin n'est pas un homme comme les autres. Son regard suffit à vous intimider. Son aura semble sans limite. Les rumeurs persistantes et les complots s'intensifient. Mais une chose est claire, la réputation de Rasputin est aussi solide que jamais. Et pour ceux qui ont tenté de le faire tomber, ils ont appris une leçon amère. Dans les ténèbres de Petrograd, il est impossible de percer les mystères d'un homme qui possède le don de l'énigme. Bonjour, je suis Florian. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 3e que nous consacrons à Rasputin, un personnage occulte et controversé, tour à tour prophète, guérisseur et même conseiller intime du tsar Nicolas II de Russie. Aujourd'hui, je vous parlerai de sa réputation sulfureuse au sein de la cour impériale, jusqu'aux rumeurs d'adultère avec l'impératrice qui déchaînent les passions et divisent plus que jamais au sein de l'aristocratie. La réputation de Rasputin en tant que courtisan n'est pas née à Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, comme un signe du destin, Rasputin porte en son nom toute la sensualité qui fascine ou révulse celles et ceux qui l'entourent. En effet, le nom Rasputin vient du mot Rasputa, qui veut dire débauché en russe. Dès le tout début du XXe siècle, dans sa région natale,
Alors qu'il revient de ses lointains pèlerinages, Raspoutine est rapidement accusé d'appartenir à la secte des Klistes, les flagellants, qui, selon la légende, pratiquent toutes sortes de péchés, comme la fornication au sein même des églises, voire des orgies, pour arriver au divin et être finalement absous. À l'époque, le clergé local ne s'en amuse pas et accuse personnellement ce dernier de suivre ces drôles de prêches. Il en fait un rapport à l'évêque de la région, mais l'enquête est classée sans suite. Alors que Raspoutine prend une place de plus en plus importante auprès de la famille impériale, beaucoup de personnes de la cour et plus généralement de la haute société russe ne voient pas d'un bon œil la proximité entre ce paysan dépravé et le couple. Raspoutine fascine, mais ses origines ne jouent pas en sa faveur. Ses anciens mentors, parmi lesquels des hommes d'église importants à Saint-Pétersbourg, s'offusquent rapidement des rumeurs qui courent sur lui. Selon eux, Raspoutine est un débauché, ayant de multiples liaisons, fréquente les prostituées et boit plus que de raison à la tombée de la nuit. Mais chaque rumeur a son fondement de vérité. À force de diviser au sein même de la cour et du pouvoir, la décision a été prise de surveiller Raspoutine. Des agents en filature épient donc ses moindres faits et gestes, surtout lorsque ce dernier se rend à son appartement au centre de Petrograd. La surveillance mise en place est d'une minutie sans égale. Ainsi, un jour, les agents en faction devant l'appartement de Raspoutine notent qu'une femme arrive à 10h du matin et ressort quelques minutes plus tard. Une deuxième arrive à 10h10 et repart au bout d'une heure. À 11h50, c'est une troisième femme qui frappe à la porte du moine autoproclamé. En tout, près d'une quinzaine de femmes rendent parfois visite à Raspoutine en une seule journée. On ne sait pas précisément ce qu'il se passe à l'intérieur des murs. On y entend parfois des éclats de voix, du piano, des verres se remplir. Une chose est sûre, Raspoutine fréquente parfois des prostituées et ne s'en cache pas. Cette réputation de séducteur ne semble pas ternir son aura. Au contraire, Raspoutine a son lot d'admiratrices à la cour, dont des amis du couple impérial dont il est très proche. Un véritable mythe se construit autour de lui, ce qui ne semble pas lui déplaire. Pourtant, l'harmonie qui réside entre le couple impérial et Raspoutine manque un jour de vaciller. À partir de la fin des années 1900, dans les couloirs dorés du palais d'hiver, les murmures d'une relation adultérine entre la tsarine et Raspoutine se propagent. La cour est en ébullition, et les rumeurs d'une liaison entre ces deux personnages enflamment les esprits. Alexandra paraît comme envoûtée par ce mage qui incarne pour elle un retour aux sources religieuses. Quant à lui, il l'appelle maman dans certaines de ses lettres. Leur correspondance, souvent intime et empreinte de dévotion, alimente les ragots. Les mots de la tsarine, pleins de reconnaissance et de ferveur, sont interprétés comme les signes d'une passion cachée. « Mon ami bien-aimé, mon guide, mon père, comme il est pénible d'être sans toi », écrit-elle. Des mots qui, dans le contexte rigide et pudique de la cour, prennent une signification scandaleuse. Il faut dire qu'Alexandra n'est autre que la petite fille de la reine Victoria, l'incarnation du puritanisme. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Les membres du gouvernement et de l'aristocratie, jaloux et méfiants de l'ascendant de Raspoutine, commencent à ourdir des complots pour ternir sa réputation. Ils cherchent les preuves d'une relation inappropriée, espérant ainsi briser son emprise sur la tsarine et par extension sur le tsar. Ils obtiennent gain de cause lorsqu'en 1911, ils décident de faire publier une partie de leur abondante correspondance.
Des lettres rédigées par Alexandra et Raspoutine sont ainsi diffusées dans la presse, après avoir été subtilisées par l'un des anciens alliés de Raspoutine, le moine Lyodor. Ces lettres offusquent le clergé orthodoxe et la Douma, et plus généralement l'élite du pays, qui découvre ce secret bien gardé. Le grand public exprime aussi son inquiétude face à l'influence de cet homme, qui risque de faire courir la Russie à sa perte. Pour certains, ces lettres ne laissent pas de place au doute. Raspoutine et la tsarine entretiennent une relation charnelle. D'autres journaux s'emparent de l'affaire, et les caricatures de la tsarine et du mystique envahissent les publications satiriques. La dignité de la famille impériale est piétinée, et les instigateurs de cette publication se délectent de ces révélations. Malgré cet immense scandale pour le pouvoir, le tsar Nicolas II continue de défendre celui qu'il continue d'appeler son ami. De son côté, Alexandra défend également farouchement Raspoutine, insistant sur son rôle central dans la guérison de leur fils. Mais cette loyauté inébranlable de la tsarine ne fait que renforcer les spéculations sur la nature de leur relation. Cet incident diplomatique marque un tournant. La crédibilité de la famille impériale est gravement atteinte, et Raspoutine devient un symbole de la décadence supposée de la cour. Leur complot pour le discréditer se multiplie, et sa vie est désormais en danger. Malgré le tumulte, Raspoutine continue dans un premier temps de fréquenter la cour. Sa présence est à la fois une source de réconfort pour la tsarine et une épine dans le pied des aristocrates et des politiciens. Les rumeurs persistent et le mystère autour de sa relation avec Alexandra ne fait qu'épaissir son aura. Les vérités et les mensonges se mêlent, formant une toile complexe de suspicion et de fascination. Toujours en 1911, sous la pression constante de la cour et de l'opinion publique, le tsar est contraint de prendre des mesures. Il finit par céder et ordonne à Raspoutine de quitter Saint-Pétersbourg. Ce dernier est ainsi envoyé à Kiev, où il reste un certain temps, avant de finalement revenir à la cour impériale, rétablissant ainsi son influence auprès de la famille. À partir de 1914, alors que le pays est à feu et à sang au début de la Première Guerre mondiale, le guide spirituel des souverains continue son train de vie de plus en plus dissolu. Pas discrète pour un sou, ses aventures nocturnes se répandent comme une traînée de poudre. On conseille à la tsarine de prendre ses distances. Ce starets débauché va leur coûter cher, et ses comportements attirent le discrédit sur la mère patrie. En 1915, Nicolas II prend personnellement la tête de l'armée russe, contre l'avis de son ami. Raspoutine lui aurait demandé de ne pas aller au front et de rester à distance de cette guerre meurtrière. Mais le tsar est décidé, et rien ne peut le faire changer d'avis. Sa cote de popularité est en chute libre, et en tant que chef des armées, il doit se mobiliser pour aider ses troupes. À partir de ce moment-là, Alexandra se retrouve seule à la tête de l'administration impériale à Pétrograd. Depuis la résidence impériale, elle encourage le tsar au front et salue son courage à travers ses courriers. Raspoutine reste auprès d'elle et continue de jouer son rôle de conseiller de l'ombre. Malgré sa méconnaissance de la vie politique, il lui dicte quoi faire, au grand désespoir de l'Assemblée législative. La dépendance d'Alexandra à l'égard de Raspoutine et son incapacité à percevoir la gravité de la situation alimentent un véritable ressentiment populaire et la perception d'un gouvernement déconnecté des besoins du peuple. Ces décisions sont perçues comme maladroites et mal avisées, ce qui n'arrange rien. À la fin de l'année 1915, 2 millions de soldats russes sont tués dans ce conflit qui semble sans fin. La mort rôde partout, et même autour de Raspoutine, qui formule un terrible présage à Alexandra. Si je meurs ou si vous m'abandonnez, vous perdrez votre fils et la couronne dans les 6 mois. Il ne croit pas si bien dire. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Marilou Economou et réalisé par Matthew Rock. Dans le prochain épisode, je vous raconterai la suite de cette histoire, en évoquant le complot qui a mené à l'assassinat de Raspoutine et sur les légendes qui l'entourent encore aujourd'hui. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur vos applis de podcast préférés.